30 avril 2002, à Trois-Rivières. Cécile Clément s'apprête à retourner chez elle après avoir rendu visite à sa mère au CHSLD Le Trifluvien. Conrad Brossard, un bénévole, offre de la reconduire. Une fois chez elle, Conrad Brossard la jette brutalement sur son lit. Après l'avoir déshabillée, bâillonnée et ligotée, il la viole. Puis il lui assène un violent coup de ciseau derrière la nuque avant de s'enfuir. Ce jour-là, Cécile Clément vivait ses derniers instants car elle avait rendez-vous avec la mort. Une mort tragique qui aurait pu être évitée. Lorsque Cécile Clément fait la connaissance de Conrad Brossard en 2002, rien dans l'attitude de cet homme en apparence aimable n'aurait pu lui laisser croire qu'elle avait affaire à un véritable monstre. Car Conrad Brossard, engagé depuis peu comme bénévole au CHSLD Le Trifluvien, était un récidiviste endurci, condamné au fil des années pour de multiples crimes d'une violence inouïe. C'est en 1966 que la carrière criminelle de Conrad Brossard débute. À l'âge de 18 ans, il écope de 7 ans de prison pour tentative de viol et vol à main armée. 4 ans plus tard, Conrad Brossard obtient sa libération conditionnelle et est assigné à une maison de transition. Mais dès le lendemain, il s'enfuit. Alors qu'il fait de l'autostop, un homme, André Lahaise, le fait monter dans sa voiture sans se douter un seul instant qu'il n'avait plus que quelques heures à vivre. Est monté à bord, est parti avec lui, l'a entraîné dans un lieu isolé. Là, s'est emparé d'un canif, d'un couteau qu'il y avait dans la voiture. Il l'a poignardé à 13 ou 14 reprises. Et c'est vraiment donné le frisson parce qu'André Lahaise a réussi à se sauver. L'autre l'a pourchassé le long de la rue pour finalement l'achever dans un fossé. Pour ce meurtre crapuleux, Conrad Brossard est condamné à 25 ans de prison. Il se passe 10 ans et en 80, il est à Cowansville. Et là, la prison organise une sortie au Floralie de Montréal. Mais on va tirer au hasard des noms de détenus pour les amener au Floralie. Lui, en théorie, il n'a pas le droit de sortir. Mais on ne sait trop comment son nom se retrouve dans le chapeau. Son nom va sortir avec les détenus admis à aller à cette activité. Mais là, il va déjouer le système. Lors de cette sortie, Conrad Brossard en profite pour s'évader une deuxième fois. Ce soir-là, il rôde dans le parc La Fontaine à Montréal. Il a sur lui un revolver qu'il s'est procuré en prison, ainsi qu'un couteau qu'il a volé dans un magasin de sport pendant la journée. Vers 23h, il s'approche de l'entrée de l'hôpital Notre-Dame, là où Marc Lapierre, un jeune homme de 22 ans, attend son ami de cœur dans sa voiture. Je suis totalement en paix. Au moment où il y a une arme blanche, un revolver qui passe à travers le carreau de la voiture, du côté du passager. Et au même moment, il y a un individu qui ouvre la porte et il s'assoit. Alors, il me braque le revolver dans les côtes et il m'ordonne de conduire. Brossard force Marc Lapierre à emprunter le pont Jacques-Cartier et à se diriger vers Sorel. Peu après, il l'oblige à descendre de la voiture dans un petit boisé au fond d'un chemin sans issue. Il me dit, je vais te tirer dans la tête. Et il tire. Mais il a tiré et la balle est arrivée ici. Et j'ai vu le feu sortir du canon et rentrer dans mon estomac. Et le bruit, j'oublierai jamais le bruit. Mais Conrad Brossard est loin d'en avoir fini avec lui. Il met le revolver sur ma tête et il tire. J'ai entendu le mécanisme du revolver et tout ça écho dans ma tête, mais la balle n'est pas sortie. Alors là, j'ai plus de questions, de plus en plus de questions et j'ai peur. Et je me dis à l'intérieur, si je fais semblant d'être mort, il va me laisser. Alors je prends une grande respiration et je ne bouge plus. Brossard s'assoit alors sur les jambes de Marc Lapierre, qui est étendu par terre sur le ventre. Il sort son couteau. Mettons que vous imaginez un boxeur qui est assis sur vos jambes derrière, il commence à boxer, mais au bout de ses gants de boxe, il y a un couteau.
Alors, c'est pas seulement une lame, mais c'est aussi un coup de poing à chaque fois. J'ai les yeux fermés. Il continue. Il continue à s'acharner sur moi comme ça. Et je leur donne 13 coups de couteau. Laissant Marc Lapierre pour mort, Brossard s'enfuit à bord de sa voiture. Marc Lapierre, grièvement blessé, réussit pourtant à se rendre jusqu'à une maison en construction où il s'affaisse devant la porte. Un de ses occupants l'aperçoit et appelle la police. Alors finalement, le premier arrivé, je crois que c'est un des ambulanciers. Et là, moi, j'étais prêt à laisser aller. Alors, il descend à mon visage et il me dit « Reste avec moi ». Alors, il ne veut pas me laisser perdre conscience. Alors que moi, c'est tout ce que je veux faire. Je veux m'en aller, je veux partir. J'ai plus d'énergie, là. J'ai plus rien. Marc Lapierre est aussitôt transporté à l'Hôtel-Dieu de Sorel, où l'on parvient à stabiliser son état. C'est dur sur la famille, c'est dur pour moi. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre derrière. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Je vivrai pas assez longtemps pour digérer tout ça. Quelques heures plus tard, Conrad Brossard est arrêté à l'angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine à Montréal. Pour cette agression sauvage et totalement gratuite, il écope de 23 ans de prison. L'année suivante, Marc Lapierre et sa famille entreprendront des poursuites contre le gouvernement fédéral, lui imputant l'erreur commise par la prison de Cowansville, qui a autorisé une permission de sortie à Conrad Brossard. Malheureusement, cette poursuite traînera en longueur et finira par être abandonnée. En 1987, malgré les 2 condamnations auxquelles il fait face, Conrad Brossard se voit accorder encore une fois une semi-liberté. Il en profitera pour commettre un autre crime crapuleux. Et là, il va se présenter chez Carmen Perron. C'est quelqu'un qu'il connaît par un bagnard avec qui il a été détenu au pénitencier, un de ses amis. Alors, sous prétexte de rendre service à son ami, il va aller frapper chez Carmen Perron. Il veut téléphoner, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il va poignarder à plusieurs reprises Carmen Perron. Pour cette tentative de meurtre, le tribunal le condamne à une 3e peine de prison, cette fois de 25 ans. L'évaluation psychiatrique qui suit cette dernière condamnation le décrit alors comme un homme violent et très dangereux. Cela n'empêche pas Conrad Brossard de faire, 5 ans plus tard, une nouvelle demande de libération conditionnelle qui, cette fois, lui sera heureusement refusée. De 1995 à 2001, 5 autres demandes de libération conditionnelle échoueront elles aussi. Il obtiendra pourtant de façon ponctuelle quelques permissions de sortie avec ou sans escorte qui se dérouleront correctement. C'est un comportement en dents de scie qu'il avait, Conrad Brossard, et c'est ça qui a fini par tromper les autorités parce qu'on savait jamais à quel Conrad Brossard on avait affaire là, chez ceux qui avaient à gérer son cas, à l'examiner, à poser des diagnostics, à remplir les rapports. En mars 2001, à peine 1 an avant l'agression brutale dont Cécile Clément sera victime, il demande une nouvelle fois une semi-liberté pour participer à un projet communautaire de réinsertion sociale. Lors de leur délibération, les commissaires vont se fier à son plus récent rapport psychologique qui conclut que le risque de récidive dans des délits violents et la dangerosité de Conrad Brossard se situent entre faibles et modérés. Bon, il avait suivi des traitements, il avait suivi des formations à l'intérieur des murs, en mécanique, il avait passé son permis de conduire, il avait aussi développé une relation amoureuse, il s'était marié, il avait bénéficié de sorties avec escorte, sans escorte, et disons que sa cote était bonne aux yeux des autorités. Ainsi, après avoir commis en 30 ans de vie criminelle un meurtre sordide et 2 tentatives de meurtre gratuites et brutales, Conrad Brossard obtient pourtant sa semi-liberté en 2002. Il sera autorisé à faire du bénévolat au CHSLD Le Trifluvien auprès de personnes extrêmement vulnérables. Dans les semaines suivantes, en se conduisant de façon exemplaire, Conrad Brossard cachera parfaitement son jeu et parviendra sournoisement à gagner la confiance de Cécile Clément. Conrad Brossard, malgré 30 ans de vie criminelle ponctuée d'un meurtre et de 2 tentatives de meurtre, s'est quand même vu accorder en 2002 une semi-liberté pour agir comme bénévole au CHSLD Le Trifluvien à Trois-Rivières.
La direction du CHSLD a pourtant été avisée que Conrad Brossard avait déjà été condamné pour meurtre. Malheureusement, le dossier criminel de Brossard qu'on leur a présenté était loin d'être complet. On se retrouve avec une feuille, puis il y a 3 lignes décrites. Alors, sur ces 3 lignes-là, je sais qu'il avait fait des crimes crapuleux. Je sais aussi que depuis 10 ans, à la prison, il s'est impliqué. Il a fait des formations. Il a fait des formations comme cuisinier. Il a fini son secondaire 5. Il s'est impliqué dans la pastorale. Il a appris à jouer d'un instrument de musique, là. Puis, je sais aussi qu'il s'est marié au mois de juin. À Trois-Rivières, Conrad Brossard demeure à la maison de transition Radisson et il doit y retourner dès qu'il quitte le CHSLD le Trifluvien. Il est aussi soumis à plusieurs conditions. C'est les conditions usuelles, ne pas fréquenter de bars, ne pas prendre de stupéfiants, ne pas fréquenter d'individus criminalisés et surtout à respecter ces conditions de semi-liberté et revenir à la maison de transition sitôt son service bénévole terminé. Mais comme il est marié, son épouse a le droit de lui rendre visite à cet endroit. Sa femme, c'était une dame qui était plus âgée que lui, peut-être 20 ans de plus que lui, ou 18, quelque chose comme ça. Elle était vraiment plus âgée. Elle l'avait rencontré, elle, en prison. Elle avait été le visiter. Elle faisait du bénévolat là-bas. À la maison Radisson, les conditions de vie sont strictes et Conrad Brossard doit suivre un horaire minuté. Les heures d'autobus étaient comptées. 5 minutes après, il devait être à la résidence. Quand il repartait de la résidence, il devait aller tout de suite à la maison Radisson. Puis ça aussi, c'était compté. S'il arrivait en retard, là, plus que 5-10 minutes, c'était considéré comme une évasion. Ainsi donc, le 6 février 2002, Conrad Brossard se présente au centre Le Trifluvien pour commencer son travail de bénévole auprès des personnes en perte d'autonomie. Il est intégré à l'équipe de récréologie du pavillon Cook. Or, tous les mardis, Cécile Clément rend visite à sa mère âgée, qui est justement hébergée au pavillon Cook. À cette époque, Cécile Clément a 52 ans. Divorcée depuis 2 ans, elle vit seule dans son petit appartement de la rue Émile-Jean à Trois-Rivières. C'est lors de ses visites au pavillon Cook qu'elle fera la connaissance de Conrad Brossard. Nous autres, on a beaucoup de participants aux activités. Alors, ils nous aidaient à installer les salles. Il préparait le café, il nous aidait à passer les collations, il a fait manger des gens. Il a toujours été très, très à sa place avec les résidents, les résidentes. C'était un monsieur, là, qui était... oui, il pouvait avoir l'air d'un bon bénévole. En avril 2002, Conrad Brossard travaille depuis déjà 2 mois au pavillon Cook. Et il ne s'attire que des compliments. Il était populaire auprès de certaines femmes. Je peux pas dire tout le monde, là, mais de certaines femmes. Il y en avait qui étaient en amour. Vraiment en amour. Il a réussi à les ensorceler. Depuis qu'il habite à la maison de transition Radisson, il respecte à la lettre toutes les conditions qui lui sont imposées. Il y avait jusqu'à 5h05 pour arriver à la maison Radisson le soir. Donc, il devait prendre l'autobus, là. L'heure était vraiment précise, à tel coin de rue. Il devait partir et s'en aller directement à l'autobus. Pour le service correctionnel, la réinsertion sociale de Conrad Brossard semble être, jusqu'à maintenant, un succès sur toute la ligne. Moi, il m'a jamais dit non pour rien. Pour aller chercher les gens, faire du ménage, installer des tables, ramasser des chaises. Les mardis au pavillon Cook, l'équipe de récréologie organise un bingo, une activité très populaire auprès des résidents. Et comme Cécile Clément vient toujours rendre visite à sa mère ce jour-là, elle l'accompagne au bingo qui se tient l'après-midi.
tous les mardis. Elle arrivait bien coiffée, bien habillée. Une madame qui faisait pas de vagues, là. C'est vraiment une dame qui était à sa place, polie, gentille. Or, c'est Conrad Brossard qui a la tâche d'aider à préparer la salle. C'est donc lors des parties de bingo qu'il remarque Cécile Clément pour la première fois. Il m'avait déjà dit qu'il la trouvait belle, qu'elle était une belle femme. C'est sûr qu'il l'a rencontrée à ce moment-là, sûrement pour lui offrir du café, aller porter du sucre, passer des biscuits à la mère, à Madame Clément. C'est à ce moment-là qu'ils ont pu plus fraterniser. De son côté, Cécile, comme tout le monde, le trouve très gentil. Et le fait qu'il soit charmeur ne lui enlève rien, au contraire. Elle me parlait qu'elle le trouvait de son goût. Monsieur Brossard, il pourrait plaire à bien des femmes. Tout le monde le disait. On a du charme ou on n'en a pas. Puis Monsieur Brossard, il y en avait. Au pavillon Cook, certains ont remarqué que les mardis, Conrad accompagne parfois Cécile à la fin de son travail. J'ai vu Conrad et Madame Clément la semaine d'avant sur le bord de la piste cyclable ensemble en train de parler. Ça devait être au moment où est-ce qu'ils devaient prendre l'autobus parce que je sais qu'il n'avait pas le droit d'entrer en contact avec des gens en dehors du travail. Il prenait l'autobus lui aussi, puis elle a dit qu'en faisant leur trajet, ils se parlaient dans l'autobus. Le lundi 29 avril, moins de 24 heures avant le drame, Cécile confie à son amie Jocelyne son penchant pour Conrad Brossard. La veille, elle était venue chez moi, on en avait parlé. Elle se posait un peu de questions, mais elle trouvait qu'il avait l'air fin. Peut-être toute seule, elle cherchait. Elle aurait aimé avoir quelqu'un pour y tenir compagnie. Puis moi, je l'avais vu, j'ai dit « Ouais, il a l'air fin ». Elle pense même, on ne sait pas comment il s'est présenté, Brossard, mais qu'elle a affaire à un stagiaire en récréologie. Donc, ça va se développer de cette façon-là. Et quelques fois par semaine, puisqu'il rentrait par autobus, Conrad Brossard, il lui arrivait de se retrouver dans le même véhicule que Cécile Clément. Alors ça a sans doute contribué, si on veut, là, à installer une relation entre les deux personnes. Là. Mais derrière cette apparence d'homme gentil et tranquille, se cachait un redoutable prédateur. Conrad Brossard avait désormais choisi sa proie, et il ne lui restait plus qu'à frapper. Conrad Brossard, un récidiviste condamné pour meurtre et tentative de meurtre, s'est vu accorder une semi-liberté pour faire du bénévolat au CHSLD le Trifluvien. Il y a fait la rencontre de Cécile Clément, qui vient rendre visite à sa mère chaque semaine. Le mardi 30 avril, jour du drame, Cécile Clément reçoit un appel de son amie Jocelyne. On s'est appelé le matin parce qu'on devait souper ensemble chez sa sœur Thérèse. Cécile lui fait part de ses projets de la journée. Elle m'a dit qu'elle était pour aller visiter sa mère dans l'après-midi au pavillon Cook, puis qu'après, elle irait ramasser des cocottes de pain pour mettre dans son petit patio. Ce jour-là, comme d'habitude, Conrad Brossard doit préparer la salle pour le bingo de l'après-midi. Nous autres, à 1h, on commence à installer la salle. Fait que là, à l'époque, il y avait plein de tables à déplier, puis on installe le café, le boulier, la table pour celui qui va crier le bingo. Mais cet après-midi-là, certains remarquent que Conrad semble particulièrement intéressé par Cécile Clément. Il est venu 2 fois à la table. Il est venu lui offrir une consommation, un café ou un jus. Il lui a demandé si elle participerait à la plantation d'un arbre la semaine d'ensuite et je pense qu'elle a dit non. Un peu après 3 heures à la fin du bingo, Cécile s'apprête à reconduire sa mère à sa chambre. Quand elle revenait du bingo vers 3h30, elle passait toujours devant la salle où je faisais ma popote. Fait qu'elle arrêtait de me saluer, on jasait, elle me demandait ce que je cuisinais pour les résidents, puis on se donnait un bec, puis on se disait à la semaine prochaine. De son côté, Conrad s'affaire à remettre la salle en ordre. Mais il est pressé, car c'est aujourd'hui qu'il a décidé de s'attaquer à Cécile Clément. Le 30 avril 2002, il avait bien préparé son coup, Conrad Brossard. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. C'est ainsi qu'une fois son travail terminé, Conrad Brossard se rend dans une pièce qui sert de débarras.
On a 2 locaux qu'on appelle les coquerons. C'est vraiment décoration de Noël. Toutes les choses qu'on veut pas qui apparaissent là, tout le reste de l'année. Brossard s'empare alors d'une paire de gros ciseaux noirs. C'est des ciseaux qui sont vraiment faits fort. À une certaine époque, on a fait des ateliers de cuir ciselé, puis les gens se sont fait des sacoches, des porte-monnaies. Alors, on avait ces ciseaux-là, puis quelques jours avant, j'avais été dans le Cochon, là, la semaine avant, avec Conrad, pour y dire que, bon, dans les semaines qui suivraient, il y aurait à faire le ménage dans ce local-là. Dans une autre pièce, il s'empare d'un grand sac à linge vide. Avec les ciseaux, il coupe le cordon du sac, l'arrache et le met dans sa poche. Ensuite, il cache le sac sous un bac en plastique et entre dans la salle de bain qui sert également de vestiaire pour certains employés. Il fouille alors dans le sac de Lisette Gauthier, une cuisinière bénévole, et s'empare de son porte-monnaie ainsi que des clés de sa voiture. Conrad savait parfaitement que le vol ne serait pas découvert tout de suite, puisque Lisette était occupée jusqu'à 19h ce soir-là. Ce midi-là, M. Brossard prenait une marche juste devant l'entrée principale de la résidence. Fait que j'ai fait un arrêt pour le saluer, puis lui souhaiter un bon après-midi. Il m'a aussi demandé si je faisais toujours mon souper ce soir-là. Mais j'ai dit oui. Ouais, cette journée-là, il est parti plus tôt. On savait pas la raison. Par après, ça me faisait... bon, c'était pas normal. Sur le coup, là, ça bouge tellement que... Bon, il est parti. Il se rend rapidement au stationnement du pavillon Cook. Avec les clés qu'il vient de voler, il déverrouille la portière d'une Chrysler Néon de couleur cannelle et prend le volant. Durant ce temps, Cécile s'est dirigée vers un petit sous-bois tout près de la route. Je l'ai rencontré à 4h-5. Mon auto était juste parquée là. Je l'ai vu ramasser des cocottes. Elle avait son sac, puis elle ramassait des cocottes dans le petit boisé. Conrad a très bien repéré Cécile, qui, après avoir ramassé ses cocottes de pain, se dirige maintenant vers son arrêt d'autobus. Là, j'entends un bruit. L'auto s'en venait. Il s'est avancé encore. Il y a eu un deuxième coup de klaxon, mais là, elle a regardé. Elle n'était pas sûre. Elle s'est avancée, elle a hésité et... Une fois à sa hauteur, Conrad immobilise la voiture pour lui parler. Elle ouvre la porte, puis ils discutent. Comme tout le monde se connaît, ils se parlent, puis là, à un moment donné, elle embarque. Le piège mortel mis en place par Conrad Brossard était sur le point de se refermer. À 16h20, Conrad stationne la voiture et entre avec Cécile dans son appartement. Fait que là, je me suis aperçu qu'il y avait une auto qui était mal parquée, puis pas mal collée sur la mienne. D'habitude, ce parking-là, il est toujours vide. J'ai dit d'un coup qu'il ouvre la porte, qu'il accroche mon miroir, on ne sait pas, tu sais. Je sais pas qui c'est, ça. En tout cas, je vais watcher, hein. Tout en regardant la télévision, ben, je regarde dehors. Quelques minutes plus tard, le voisin de Cécile Clément voit Conrad Brossard sortir rapidement de l'immeuble. Il marchait vite, puis un bout, il s'est mis à courir. Il le voit se diriger vers sa voiture. Là, j'ouvre la porte assez vite, elle était même pas barrée, sa porte. Là, il a embarqué, puis là, il a reculé comme une balle, il a même pas fait son stop en sortant, puis là, il s'est en allé, là, vite, tu sais, vite. Quelques heures plus tard, les amis et la sœur de Cécile, inquiètes de son absence à leur souper, allaient faire une macabre découverte. Conrad Brossard, un dangereux récidiviste en semi-liberté, engagé comme bénévole au CHSLD Le Trifluvien, est parvenu, grâce à un plan prémédité, à reconduire Cécile Clément chez elle. Peu de temps après, un voisin l'a vu quitter les lieux de façon précipitée. À 17h10 ce mardi-là, la maison Radisson s'aperçoit que Conrad Brossard n'est toujours pas rentré. Le protocole exige que tout retard de plus de 10 minutes soit signalé aux autorités. Conrad Brossard ayant toujours eu une bonne conduite, on décide plutôt d'essayer de savoir ce qui a pu le retarder. Un responsable appelle donc le pavillon Cook.
Mais comme Michel Auger vient de partir pour rentrer chez elle, c'est Lisette Gauthier, la cuisinière bénévole, qui répond et prend le message. Et l'affaire en reste là. Ce soir-là, comme convenu, Cécile doit venir souper chez Thérèse, sa sœur, en compagnie de Suzanne et Jocelyne, deux de leurs amies. J'avais dit le matin au téléphone, je vais aller te chercher vers 6h moins 20, moins quart. À 17h40, Suzanne et Jocelyne se présentent donc chez Cécile. C'était pas moi qui conduisais, c'était Suzanne. J'ai débarqué de sa vanne, me suis dirigé vers le bloc. J'ai sonné quelques reprises, puis j'ai pas eu de réponse. J'ai ressonné une couple de fois, puis là, dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être en aller autrement. J'ai cogné dans la porte patio, puis il n'y a pas eu de réponse. Donc, on s'est en allé chez Thérèse, pensant qu'elle était déjà rendue. Il est maintenant 17h50 et Conrad n'est toujours pas rentré à la maison Radisson. On réalise enfin que ce retard est tout à fait anormal et on avise la police de son absence. Pendant ce temps, Jocelyne et Suzanne arrivent chez Thérèse, la sœur de Cécile Clément, mais cette dernière n'y est pas. Les deux amis décident donc de retourner chez Cécile. Il est maintenant 18h10. Suzanne, elle a sonné. Alors, je sais pas, elle sonnait. Mais moi, j'étais dans les châssis. J'ai cogné dans les châssis. J'ai essayé de forcer le moustiquaire de sa chambre. Je pensais qu'il était tombé ou quelque chose. Sa fenêtre était un peu entrouverte. Puis j'ai dit, Cécile, c'est Jocelyne. As-tu besoin d'aide? Es-tu malade? De plus en plus inquiètes et ne sachant que faire, les deux femmes retournent une nouvelle fois chez Thérèse. On est rentrés, on a enlevé nos manteaux, on s'est assis. On était toutes les trois inquiètes. Thérèse, elle avait préparé des petites entrées. On a mangé notre entrée. Elle a appelé ses sœurs. Personne ne l'avait vue. Personne ne savait où elle était. Là, Thérèse a dit, on va retourner voir. On était trop inquiètes. Au pavillon Cook, un peu après 19h, Lisette Gauthier, la cuisinière bénévole, constate soudainement qu'on lui a volé sa voiture. Après avoir contacté la police, elle appelle son ami Michel Auger. Elle m'appelle puis elle me dit « Hey Michel, je viens de me faire voler mon auto. » Puis là, elle dit « Tu sais comment je suis distraite, mais elle dit l'auto est vraiment pas dans le stationnement. » Puis là, elle dit « J'ai appelé le poste de police. Puis là, ils sont sur une autre affaire. Ils ont pas le temps de venir. Il faut que j'aille au poste de police. » Elle dit « Viens donc me rejoindre, on va y aller ensemble. » Alors, moi, je pars de... puis elle me dit au téléphone à ce moment-là, elle dit « Hey, j'ai eu un drôle de téléphone de la maison Radisson. Conrad n'est pas arrivé. » Alors, moi, je pars. Je reste à peu près 20 minutes de la résidence à ce moment-là. Puis là, en chemin, je me dis « Hey, Conrad qui n'est pas arrivé, il est sur le coup d'une évasion. » Au même moment, la sœur et les deux amis de Cécile se présentent devant chez elle. Après avoir sonné à plusieurs appartements, elles rejoignent la concierge et lui demandent de leur ouvrir la porte de celui de Cécile. Dans la chambre, une vision d'horreur les attendait. Elle était sur son lit, couchée sur le dos, nue sur son lit, avec les jambes pendantes, puis une jambe un petit peu par-dessus l'autre, avec comme une guenille dans la bouche, une grosse boule. Elle était bâillonnée. Puis là, j'ai vu qu'il y avait du sang. Elle baignait un peu dans son sang, là. Son pantalon et sa culotte traînent au pied du lit. Elle était attachée au niveau de la tête. Je voyais que c'était assez serré, fait que j'imaginais que c'était attaché comme par en arrière. J'ai pris son pouls sur les deux mains, puis là, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. La concierge, elle a appelé le 911. Thérèse était de l'autre bord du lit, elle pleurait, puis elle disait « Mais qu'est-ce qui se passe? » Là, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit « Viens, on va s'en aller dans le salon. » J'ai dit « Cécile est morte. » C'est ça, j'ai dit à Thérèse, Cécile est morte. Quelques minutes plus tard, les policiers et les ambulanciers sont sur place. Mais pour Cécile Clément, il est trop tard. Au même moment, au poste de police, la bénévole Lisette Gauthier, accompagnée de son ami Michel Auger, attend de faire sa déposition pour le vol de son auto. Les deux remarquent alors une fébrilité anormale chez les policiers. Les gens au poste de police, ils ont de l'air vraiment très affairés, là. Ils ont comme pas bien le temps de s'occuper de nous autres, surtout d'un vol d'auto. Moi, je dis, j'espère que c'est pas une affaire de meurtre que vous avez présentement, parce que
je sais qu'il y a quelqu'un qui vient de s'évader. Alors là, je nomme le monsieur, le policier ne croit pas tellement. Puis il a exactement décrit qu'est-ce qui s'est passé. Surprenamment, les trois, on a dit, il a volé l'auto, puis il est allé tuer quelqu'un. Ça nous est venu spontanément. Pendant ce temps, en examinant la scène du crime, les enquêteurs concluent que Conrad Brossard n'a pas tué tout de suite Cécile Clément. On pense qu'il s'est passé quand même un peu de temps avant qu'il ne commette le crime, parce que dans les indices sur place, on a retrouvé des tasses de café, on a retrouvé des mégots de cigarettes, donc les deux avaient pris le temps de s'asseoir, de fumer. Et ensuite, on ne sait trop, mais on pense que là, ça s'est passé un peu à la surprise de Cécile Clément, parce que les policiers n'ont pas trouvé de traces de lutte dans l'appartement, donc ils l'auraient pris par surprise. Et son arme à Conrad Brossard, c'était des ciseaux dentelés qu'il avait volés au pavillon Cook, auquel il avait accès dans le cadre de ses fonctions de bénévole, d'homme à tout faire. Dans les jours qui suivent, Conrad Brossard demeure introuvable. La Sûreté du Québec lance alors un avis de recherche. On va savoir que Brossard était parti se réfugier chez des gens avec qui il avait lié connaissance au pénitencier en Montérégie, à Saint-Anicette plus particulièrement. C'est là qu'il va être hébergé. Son comportement éveille pas trop les soupçons auprès de ceux qui l'hébergent. Même à un moment donné, il y en a un qui va lui demander « Mais coudonc, t'as de l'air nerveux, as-tu tué quelqu'un? » Conrad Brossard va répondre « Oui », mais l'autre pense qu'il blague alors qu'il dit strictement la vérité. Et un soir, on va voir à la télévision l'avis de recherche, Conrad Brossard, le lien qu'on fait avec le meurtre de Cécile Clément. Il serait la dernière personne à avoir été en contact avec la victime et est présentement introuvable depuis les événements. Les connaissances de Conrad Brossard décident alors d'alerter la Sûreté du Québec, qui l'arrête peu après. Il est accusé du meurtre prémédité de Cécile Clément, ainsi que de vol de véhicule, de séquestration, d'agression sexuelle armée et de possession d'une arme prohibée. La nouvelle de son arrestation fait vite le tour du Québec. Alors, j'étais au restaurant avec mes parents et vous savez, ils ont les journaux. Alors, je prends un journal. Et sa tête, elle est là, sur la première page. J'ai pas mangé ce soir-là, je suis retourné à la maison. Et j'ai pas dormi. En fait, j'ai pas dormi pour les 9 mois qui ont suivi. Après son arrestation, Conrad Brossard se fait donner une raclée par un autre détenu. Gravement blessé au visage, il est conduit à la Cité de la Santé de Laval, dans une aile réservée aux détenus où il est clairement indiqué que tous leurs gestes et paroles sont filmés et enregistrés. Malgré tout, Conrad décide de se confier à son compagnon de chambre, ce qui a permis aux autorités de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé lors de la soirée fatidique du 30 avril. Il m'a dit qu'il l'avait déshabillé. J'ai demandé « Tu l'as violé en plus? » Il dit « Ça, je l'ai pas violé, c'est les policiers qui disent ça. » Malgré son démenti, la preuve a été faite que Conrad Brossard a bel et bien agressé sexuellement Cécile Clément. Là, je le confronte avec ça, fait que j'y demande « Mais pourquoi tu l'as attaché? » Il dit « Je l'ai attaché pour pas qu'elle se sauve. » J'ai dit « Pourquoi tu l'as bâillonné? » Il dit « Je l'ai bâillonné, il dit pour pas qu'elle se sauve. » Puis il avait peur de se faire poigner. Ensuite, Conrad a pris les ciseaux qu'il avait volés à la résidence pour frapper violemment Cécile à la base de la nuque. Il dit, c'est des ciseaux que j'avais. Des ciseaux qu'il avait pris à son travail, au centre qui était. Les ciseaux, il avait gardé le bout pointu. C'est comme ça qu'il a agressé la victime, en la poignant dans la gorge. Finalement, Conrad s'est rendu à la salle de bain pour se laver les mains qui étaient tachées du sang de sa victime. Puis il s'est enfui précipitamment, laissant Cécile Clément se vider de son sang. Après la mort tragique de Cécile Clément, plusieurs se demanderont par quelle aberration un récidiviste endurci et extrêmement violent comme Conrad Brossard a pu obtenir une semi-liberté. Conrad Brossard, un récidiviste au lourd passé criminel mais à qui on a pourtant accordé une semi-liberté,
a violé et assassiné Cécile Clément, une femme qu'il avait rencontrée en faisant du bénévolat au CHSLD Le Trifluvien de Trois-Rivières. Au procès de Conrad Brossard, qui aura lieu en août 2003, on réalisera qu'il aurait pourtant suffi de bien peu de choses pour que ce rendez-vous de Cécile Clément avec la mort ne se produise jamais. En tout premier lieu, les autorités carcérales ont fait l'erreur en juillet 80 de permettre à Conrad Brossard une sortie au Floralie de Montréal, alors qu'il n'y était aucunement admissible. C'est à cette occasion qu'il a grièvement blessé Marc Lapierre, qui a ensuite intenté une poursuite en dommages contre le gouvernement. Si cette poursuite de Marc Lapierre avait abouti, on peut penser que les autorités auraient été plus réticentes à laisser Conrad Brossard ressortir et que Cécile Clément aurait été épargnée. J'ai l'impression que j'aurais pu avoir un impact qui aurait éliminé la chance pour Conrad Brossard d'être mis dans une institution et d'avoir tué quelqu'un. Si on m'avait écouté, on aurait probablement récupéré le reste du dossier pour essayer de comprendre qui il est. Ah, mais c'est un psychopathe. Et un psychopathe, il faut que tu aies le dossier au complet. Parce qu'un psychopathe, c'est quelqu'un qui peut broder sa réalité et vous en berlificoter. Il peut construire une histoire à partir de rien. Et c'est un tissu de mensonges et c'est un manipulateur. De plus, si la direction du Trifluvien avait su à quel point Conrad Brossard était dangereux, elle n'aurait jamais accepté de l'accueillir comme bénévole. Lorsqu'ils sont venus me voir avec les 3 lignes sur la feuille pour décrire M. Brossard, s'il aurait dit qu'il avait fait une tentative d'évasion quelques années avant, est-ce que je l'aurais pris? Si ça aurait été d'autres détails qui auraient été donnés, je l'aurais pas pris. L'agent des services correctionnels avec qui je travaillais depuis plusieurs années, c'est vraiment quelqu'un de bien. Lui aussi, je pense qu'il s'est senti berné avec ça. Il arrêtait pas de s'excuser auprès de moi. Je l'ai vraiment senti, lui aussi, qu'il avait pas toutes les informations. C'est vraiment... moi, ça l'aurait changé quelque chose. Bon, eux autres, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas dit? Pour des raisons difficiles à comprendre, plusieurs informations ne figuraient pas au dossier de Conrad Brossard, notamment le fait qu'il ait commis 2 tentatives de meurtre extrêmement brutales. L'une sur Marc Lapierre en 1980 et l'autre sur Carmen Perron 7 ans plus tard. Je sais que les intervenants dans le dossier de Brossard n'ont pas eu un dossier complet. Mais est-ce que, et ma question, je crois qu'elle est tout à fait valide ici, c'est est-ce que la libération conditionnelle de club, est-ce qu'ils ont eux autres tous les paramètres avant d'émettre une décision? Un petit détail, le jour même du drame, aurait pu sauver la vie de Cécile Clément. Ce jour-là, en effet, Conrad Brossard a quitté son travail beaucoup plus tôt que d'habitude. Si ce fait avait été signalé aux responsables de la maison de transition Radisson, la police aurait peut-être été alertée à temps et on aurait pu le retrouver avant qu'il ne viole et n'assassine Cécile Clément. C'est sûr qu'il était sûrement parti un peu plus tôt cette fois-là pour que je les voie comme ça. Mais je sais que par après, je me suis dit, aurait fallu que je le dise à ce moment-là. Mais on trouve tellement que c'est un détail, que ça n'a pas d'importance. C'est sûr que par après, on se dit, hey, on aurait pu arrêter ça à ce moment-là, là, juste en dénonçant ce fait-là. Les règles étaient très, très précises là, sur qu'est-ce qu'il avait le droit et qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et ça, je sais qu'il n'avait pas le droit de faire ça, puis j'ai comme laissé passer ça. Enfin, le meurtre sordide de Cécile Clément ne se serait jamais produit si la commission des libérations conditionnelles avait bien évalué les risques de récidive de Conrad Brossard. En 2004,
l'institution sera blâmée pour ne l'avoir jamais soumis à un test de psychopathie qui aurait pu établir de façon significative les risques de le remettre en liberté. On lui a fait passer bien des tests en prison, il se soumet bien des traitements, suivi bien des formations, Conrad Brossard, mais il y a une chose à laquelle il n'a jamais été confronté, c'est ce qu'on appelle le test de l'échelle de Hare. Hare, c'était un professeur de Colombie-Britannique. Il avait développé cet outil, cet instrument au début des années 80 pour établir le degré de psychopathie, si vous voulez, d'un détenu. Ça mesurait différents aspects du comportement, l'agressivité, l'impulsivité, la sensibilité. Il y avait 22 items qui étaient mesurés, mais lui, il l'a jamais subi. Donc, ça n'a jamais figuré officiellement dans son dossier qu'il était un psychopathe et qu'il fallait se méfier et ne pas être méfiant, oui, quand venait le temps d'évaluer des libérations conditionnelles. Pourtant, Conrad Brossard avait tout du profil d'un criminel psychopathe. Même si officiellement on l'a jamais étiqueté comme un psychopathe, effectivement, tous ses comportements allaient dans ce sens-là. C'était quelqu'un de manipulateur, menteur, fraudeur, qui avait une vie sexuelle instable. Et aussi, ça se reflétait dans la violence des crimes qu'il commettait. Les crimes qu'il a commis parlent d'eux-mêmes. Et on dit même que le fait d'être en prison, ça, c'était de nature à accroître l'incidence de la psychopathie lorsque ces gens-là sont dans un milieu de sécurité. Ils répondent très mal aux traitements à ce moment-là qui leur sont administrés et ça développe la psychopathie. Mais effectivement, Conrad Brossard était, je pense bien, ce qu'on peut appeler un psychopathe. Chose certaine, le meurtre de Cécile Clément aura traumatisé tous les résidents et le personnel du CHSLD, et plus particulièrement Michèle Auger, celle-là même qui a embauché Conrad Brossard. T'arrives pas à imaginer que tu peux faire rentrer un psychopathe à un endroit où t'as plein de gens qui sont démunis, qui peuvent être... tu sais, que t'as mis un psychopathe dans les mains de tes amis, que tu t'as rentré ça à ton lieu de travail. Hey, tu sais plus quand est-ce que tu vas être capable de ressourire. Tu penses à la famille, tu penses que ce serait ta mère. Ça n'a pas d'allure, là. Ça n'aurait pas d'allure de mettre un... Eux autres, ils savent, là, c'est quoi, là, son passé, là. Puis pourquoi ils s'en vont le mettre, là, dans un milieu avec plein de monde, là. Puis c'est pas du monde, lui, là. Pourquoi aller le mettre avec du monde, là? À 70 ans, mais qu'ils le mettent en libération. Il va être encore admissible en libération conditionnelle. Avec une paire de ciseaux, un couteau, un fusil à 70 ans, quand t'es fou, t'es dangereux pareil. T'es peut-être un petit peu moins vite, mais tu vas être dangereux pareil. Mais ils vont encore suivre des thérapies pour le remettre dehors, puis ils vont lui donner sa 6e chance, puis il va peut-être tuer pour une 6e fois. Moi, il me semble qu'il ne mérite pas. Tout ce qu'il mérite, c'est de finir sa vie en prison. Il ne mérite pas d'autre chose, là. Pourquoi donner une 5e chance, une 6e, une 7e chance à des gars comme ça? Il m'a donné, il y a des limites, là. Tu as eu ta 2e chance, tu ne l'as pas pris, tu as recommencé. Ben, vis avec les conséquences. Finis tes jours en prison, puis that's it, là. C'est une histoire qu'on veut oublier, qu'on sent aussi qu'on a comme besoin d'en reparler. Ça doit être pour ça que je suis venue aujourd'hui. Parce que c'est comme un mal de tête. On peut pas compter ça à n'importe qui. On peut pas en reparler tout le temps, puis on est des années sans en reparler, mais ça reste là. Ouais, avoir su qu'il avait fait une tentative d'évasion, qu'il y avait eu plusieurs crimes crapuleux, avoir su les 13 coups de couteau du monsieur, là. Je pense que j'aurais eu une chance de ne pas l'avoir pris. Après le décès de Cécile Clément, le CHSLD Le Trifluvien a cessé de participer au programme de réinsertion sociale du Service correctionnel canadien. Conrad Brossard a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré. Il a été condamné à perpétuité. Il pourra toutefois faire une demande de libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans de sa peine.